Trois erreurs que je vois continuellement par rapport à l'Ukraine et la Russie sur les réseaux sociaux et dans les médias. Alors, la première erreur, c'est de continuer à parler de nazis en Ukraine. Et je pense qu'il est très important de revenir sur cette notion. Et pour ce faire, il faut s'intéresser à l'historiographie. Et l'historiographie, c'est quoi? Eh ben, c'est l'histoire de l'histoire, à savoir comment nous, les pays, écrivons notre propre histoire. Mais avant de commencer, précisons ce que c'est le nazisme. Le nazisme est une idéologie suprémaciste germanique qui place la race germanique au-dessus de toutes les races et qui prône la destruction des races inférieures comme les juifs et les tziganes et l'asservissement des races aussi également inférieures mais un peu au-dessus comme les slaves ou dans une certaine mesure les latins. Alors c'est comme ça que nous en Europe, en Occident, nous avons construit notre historiographie par rapport aux nazis. Pour nous, un nazi est, comme on l'a dit, une personne qui prône soit la supériorité de la race germanique, soit la supériorité par extension d'une autre race, et qui prône la destruction ou l'asservissement des autres races, comme en général les juifs, les noirs, les tziganes, etc. etc. Et c'est comme ça que nous le voyons. Si on fait un micro-trottoir demain à Paris et qu'on demande aux passants de leur décrire en 3 mots-clés ce qu'ils entendent par nazi, on va parler de la Shoah, donc le massacre des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, de Hitler et de la Seconde Guerre mondiale. Par contre, la Russie, et c'est là où c'est intéressant, c'est que la Russie a une historiographie complètement différente par rapport au nazisme et bien sûr à la Seconde Guerre mondiale que eux ils appellent Grande Guerre patriotique. Parce que pour les Russes, un nazi n'est pas du tout quelqu'un qui est raciste, n'est pas du tout quelqu'un qui prône la supériorité d'une race sur une autre ou la supériorité germanique. Un nazi est une personne qui s'oppose à la Russie, point barre. Ce qui explique qu'on peut par exemple qualifier Zelensky, qui est pourtant juif, de nazi dans le mindset russe, même si bien sûr c'est complètement ridicule, parce que pour eux, Zelensky s'oppose à la Russie, il s'oppose à la Russie, donc nazi, donc Zelensky nazi. La logique est aussi simple que ça, donc c'est très important de comprendre les deux rapports d'historiographie. Donc si les Russes appellent les Ukrainiens ou Macron ou peu importe qui s'oppose à eux de nazis parce qu'ils s'opposent à eux, il y a une logique derrière. Mais par contre, si nous, en Occident, avec toute notre histoire qu'on a par rapport justement à la Shoah, par rapport au massacre des minorités en Europe, si on parle d'Ukrainiens comme nazis, ça n'a pas vraiment de sens parce que ça rentre pas du tout dans notre schéma historiographique. Alors maintenant vous allez me poser la question, mais oui Joseph, mais pourtant le bataillon Azov, secteur droit, etc. etc. Je pense qu'il est très important de préciser ici qu'il n'y a pas de race en Ukraine. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre pour comprendre en général la situation qui se passe actuellement, mais aussi pour comprendre l'Ukraine en général. Il n'y a pas de race ukrainienne. Les Ukrainiens sont un ensemble de peuples qui se sont mis d'accord autour d'une idée centrale, qui est l'idée de la liberté. D'ailleurs, on peut revenir déjà aux travaux de Voltaire, qui parlait déjà à son époque de ces Cosaques qui avaient une soif presque excessive de liberté, parce que Cosaque, ça veut dire homme libre. Et en fait, l'Ukraine s'est formée autour de peuples qui ont choisi de fuir aussi bien le servage polonais que le servage de l'Empire russe et se sont réunis autour des confins du Dniepr. Donc il n'y a pas de race ukrainienne. Par contre, il y a énormément de peuples différents. Il y a des Boïko, des Hutsul, des Lemko, il y a des Tatars, il y a des Krimtchaks, il y a des Juifs ashkénazes, il y a aussi des Juifs séfarades. Il y a aussi bien sûr d'autres peuples issus de l'Union soviétique comme des Ouzbeks, des Tchétchènes, des Ingouches, des Azerbaïdjanais, des Arméniens, une grande communauté arménienne, et aussi bien évidemment des Russes ethniques. D'ailleurs, à cet égard, j'aime beaucoup rappeler ce fait qui est très important selon moi, c'est que le chef des armées ukrainiennes est un Russe ethnique. Oleksiy Syrsky est un homme qui est né en Russie, qui a grandi en Russie, avant de déménager à Kharkiv avec son père qui était dans l'armée rouge. Il a fait lui-même une partie de sa carrière dans l'armée rouge, mais en 1991, à la chute de l'Union soviétique, il a fait le choix de l'Ukraine parce qu'il a fait un choix délibéré de s'ancrer dans une idéologie plus libertaire que répressive comme celle de la Russie, et du coup, il est ukrainien parce qu'il a embrassé l'idéologie ukrainienne, à savoir l'idéologie de la liberté et de la volia. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de race ukrainienne. Après, en ce qui concerne Azov, bien sûr qu'il y a des mouvements qu'on pourrait qualifier d'extrême droite, des mouvements très nationalistes en Ukraine, mais ce nationalisme va s'axer autour de la lutte contre la Russie, la haine de la Russie, parfois plus que de raison. Encore que maintenant, ça peut se justifier par l'invasion de grande échelle de la Russie en 2022, mais des mouvements comme Azov, des mouvements comme Secteur droit, des mouvements comme Karpata Sich, par exemple, n'ont jamais revendiqué d'idéologie qu'on pourrait qualifier de nazie, dans le sens où ils prônent la supériorité d'une race ukrainienne, rappelons encore une fois qu'il n'y a pas de race ukrainienne, sur l'ensemble des autres races, comme les juifs, comme par exemple les musulmans, etc. Au contraire,
Si peut-être au début, en 2014, il y avait quand même des éléments qui pouvaient être associés de près ou de loin à une idéologie raciste, comme par exemple le fondateur de Azov qui s'appelait Yarosh, qui lui par contre avait une idéologie quand même beaucoup plus, on va dire, suprémaciste dans une certaine mesure, même si la russophobie prenait le pas sur la suprématie. Aujourd'hui, en 2022, étant donné que Azov a évolué, et il en va de même d'ailleurs pour Secteur Droit ou Karpatasic, étant donné que ces unités ont évolué, il n'y a plus d'éléments racistes, nazis. Bon, il doit avoir quelques racistes à droite et à gauche, mais bon, ça c'est malheureusement le lot de pratiquement tous les pays. Et justement, ça me permet de faire le parallèle, en parlant d'unité d'extrême droite, avec la conception que les Russes ont du nazisme. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour les Russes, un nazi est une personne qui s'oppose à la Russie, d'où le fait qu'il n'y ait pas de contradiction, selon eux, avec le fait d'avoir dans leurs propres forces, dont les forces russes, des unités ouvertement néo-nazis. C'est notamment le cas, par exemple, de l'unité Roussich qui prône, pour le coup, une véritable guerre des races, une suprématie de l'homme blanc par rapport aux autres races, etc., etc. Et encore une fois, il n'y a pas de contradiction pour eux, parce qu'un nazi est une personne qui s'oppose à la Russie. Donc si vous prenez une idéologie antisémite, raciste, homophobe, suprémaciste, mais en étant pro-russe, pour le Kremlin, vous pouvez pas être nazi. C'est ça qui est très important de prendre en compte quand on parle de nazisme en Ukraine, d'où le fait qu'il n'y ait pas de nazis en Ukraine. Pour les Russes peut-être oui, mais selon notre historiographie, en aucun cas. Alors la deuxième erreur, c'est de parler du fait que la guerre a commencé à cause d'une extension de l'OTAN et que les Russes avaient peur pour leur propre sécurité et que c'est à cause de l'extension de l'OTAN que la guerre est commencée et en plus parce que les Américains avaient promis de ne pas s'étendre vers l'Est. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. La première chose, c'est que les Américains n'ont jamais rien promis. Il n'y a jamais de traité qui a été signé entre la Russie et les États-Unis en ce qui concerne une expansion de l'OTAN, et même, je vais vous dire, il n'y a jamais eu de traité qui ont été signés entre les États-Unis et l'Union soviétique. Parce que on a tendance à rappeler cette grande phrase du secrétaire d'État de l'époque, James Baker, qui avait dit à Gorbatchev, entre deux couloirs, que les États-Unis ne s'étendront jamais vers l'Est. Bon, à l'époque, ça s'expliquait par le fait qu'on est encore en 1990, il y a encore l'Union soviétique, il y a encore le pacte de Varsovie, donc il est complètement inimaginable pour l'Amérique de s'étendre vers l'Est. Mais surtout, il n'y a pas d'accord qui a été signé. Et je pense qu'il est très important de prendre en compte qu'il n'y a pas d'accord qui a été signé. Mais surtout, et c'est vraiment ça le plus important, c'est que même si un accord avait été signé, c'est un accord entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et non entre les États-Unis et la Russie. Parce que l'Union soviétique n'est pas la Russie. Et je pense qu'il est ultra important de prendre ça en compte, parce qu'on a tendance à confondre les deux. Parce que l'Union soviétique, il y a l'Ukraine, il y a le Tadjikistan, il y a la Biélorussie, il y a plein de républiques différentes. Donc en gros, c'est une promesse qui aurait pu être faite entre les États-Unis et la République d'Ukraine indépendante, avec la République indépendante du Tadjikistan, etc. Donc la Russie n'est pas l'Union soviétique. Donc il faut arrêter de dire qu'il y a des accords qui ont été signés. Déjà, il n'y a pas d'accords qui ont été signés. Et en plus, s'il y a eu des accords, c'est entre les États-Unis et l'Union soviétique, pas entre les États-Unis et la Russie. Par contre, il y a un accord, et pour le coup, un véritable accord documenté, sourcé, etc., etc., qui s'appelle le Mémorandum de Budapest. C'est un accord dans lequel la Russie s'engage à respecter les frontières des nouvelles républiques indépendantes de son espace, comme par exemple l'Ukraine, en échange de quoi l'Ukraine, par exemple, se débarrasse de son arsenal nucléaire. Tout ça a été fait sous l'égide de notre ami Bill Clinton, qui a organisé cette rencontre. Ce qu'il se passe à l'époque, c'est que les États-Unis offrent des garanties de sécurité à l'Ukraine, en échange de quoi l'Ukraine se débarrasse de son arsenal nucléaire, en échange de quoi la Russie promet de respecter son intégrité territoriale. Donc tout ça nous montre qu'il n'y a jamais eu de traité entre les États-Unis et l'Union soviétique sur une potentielle extension de l'OTAN. Même si c'était le cas, c'est entre l'Union soviétique et les États-Unis, donc la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique. Et aujourd'hui, les Ukrainiens, croyez-moi, se mordent les doigts de ne pas avoir gardé leur arsenal nucléaire. Après, en ce qui concerne l'extension de l'OTAN dans le pacte de Varsovie. Encore une fois, pour le coup, ce n'est pas l'OTAN qui s'impose à ces pays. Ce sont ces pays qui demandent à l'OTAN de les protéger. Et quand on regarde par exemple les pays baltes, la Pologne, etc., etc., l'Ukraine et la Géorgie, il est dans une logique profonde pour ces pays, de par l'agressivité de la Russie, de se trouver un protecteur. Si la Russie n'avait pas eu des politiques coloniales, impériales et d'ingérence dans les pays baltes, en Ukraine, en Géorgie, en Pologne, etc., etc., il n'y aurait jamais eu de volonté de la part de ces pays de rejoindre l'OTAN. Donc l'extension de l'OTAN aux pays baltes, aux pays scandinaves actuellement et à la Pologne s'explique dans l'agressivité de la Russie. Encore une fois, la Finlande et la Suède ont rejoint récemment l'Alliance parce que la Russie est agressive envers un pays allié. Donc je pense que c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que les pays sont souverains
dans leur alliance qu'elles font avec qui ils ont envie de faire. Et d'ailleurs, à cet égard, il est important de préciser que l'OTAN a toujours refusé aussi bien l'entrée de la Géorgie que de l'Ukraine dans l'OTAN, parce qu'il y avait une volonté de ne pas provoquer la Russie. Donc, encore une fois, c'est un mensonge. La guerre n'a pas commencé à cause d'une extension de l'OTAN. La guerre a commencé parce qu'il y avait des volontés impériales et coloniale de la part de la Russie de s'imposer dans son ancien empire. Et la troisième erreur, c'est de parler de l'Ukraine de manière binaire entre d'un côté ukrainophone et de l'autre russophone. Alors c'est comme ça qu'on nous le présente en général sur toutes les chaînes de télévision. On nous présente une carte de l'Ukraine avec d'un côté, bam, l'Ukraine ukrainophone et de l'autre l'Ukraine russophone à l'est et au sud. Et en fait c'est bien plus compliqué que ça parce que pour avoir un peu crapahuté en Ukraine depuis quelques temps, c'est quelque chose que j'ai pu voir de mes propres yeux, c'est que par exemple si vous allez dans le Donbass, dans les campagnes on parle plus un mélange entre l'ukrainien et le russe qu'on appelle le sourgique que russe vraiment. Par contre, dans les villes, ça c'est indéniable, dans les villes, on parle russe. Et en fait, ça doit se comprendre dans la logique impériale et coloniale de la Russie en Ukraine. Et d'ailleurs, pas qu'en Ukraine, si vous regardez le Caucase, la Tchétchénie, la Géorgie, etc., c'est plus ou moins la même logique. C'est que, étant donné que les empires s'imposent avant tout et principalement dans les métropoles, dans les capitales, dans les grandes villes, il y a une imposition de la culture dans ces espaces citadins. Par contre, les campagnes sont beaucoup plus hermétiques à une expansion culturelle, linguistique d'un empire et ont plus tendance d'ailleurs à garder leur identité culturelle propre. Vous pourrez regarder un peu l'exemple avec, par exemple, la France. La langue française s'est aussi imposée de manière relativement coloniale en France. Et quand vous allez dans les campagnes, alors maintenant c'est beaucoup moins le cas, mais à l'époque de nos grands-parents, il était encore assez fréquent de rencontrer des gens qui parlaient breton, des gens qui parlaient bougna, des gens qui parlaient basque, alors que bien sûr à Lyon, à Paris, à Quimper et compagnie, bon, là pour le coup on parlait français. Pareil avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, on a plus tendance à parler français dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, parce que c'est un héritage colonial. Par contre, si vous allez dans la campagne, les gens ont plus tendance à parler d'Elija ou à parler, par exemple, je sais pas, amazigh. Et il en va de même pour l'Ukraine, parce que on parle bien sûr russe dans les grandes villes de l'Ukraine, mais dès qu'on va dans la campagne, on va beaucoup plus parler ukrainien et ou parler le sourgique, donc ce mélange entre l'ukrainien et le russe. Et aussi, c'est faux dans une autre mesure, parce que si vous allez dans l'Ukraine de l'Ouest, il y a aussi en fait beaucoup de russophones, parce qu'il y a eu des colons russes qui se sont installés par là-bas, parce que aussi la langue ukrainienne a été combattue de manière très virulente pendant toute l'occupation soviétique et pendant bien sûr toute l'occupation de l'Empire tsariste, parce qu'il y avait une volonté de casser profondément la langue ukrainienne, parce que la langue ukrainienne était le vecteur de l'identité ukrainienne, et par conséquent, un vecteur de volonté d'indépendance, d'où le fait que les poètes ukrainiens ont été massacrés, que les livres en langue ukrainienne ont été brûlés, qu'il était interdit de s'exprimer en ukrainien, et même jusqu'à la révolution de Maïdan, et ça ce sont des témoignages que j'ai de beaucoup de personnes que je connais, il y avait une honte, par exemple à Kiev, quand tu venais par exemple d'un petit village de l'Ukraine, ou que tu venais de, je sais pas, Lviv dans l'Ukraine de l'Ouest, il y avait une honte presque de parler ukrainien, les gens se moquaient un peu de vous, etc. Donc il y avait vraiment ce côté culturel du russe qui s'imposait à l'ukrainien, avec ce côté très brutal de dire l'ukrainien est une langue de paysans et le russe c'est la langue de la culture. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'après Maïdan, il y a un véritable switch qui a été fait, où beaucoup d'intellectuels ont switché du russe vers l'ukrainien, et l'ukrainien est devenu au contraire maintenant la langue de la culture. Et si vous êtes un peu un intellectuel, un gars un peu hipster à Kiev, il est beaucoup mieux pour vous de parler ukrainien que de parler russe, étant donné que maintenant le russe est plus vraiment la langue des marginaux en Ukraine. Et donc c'est vraiment ce switch qui a été fait en 10 ans qui est fascinant. Et même là récemment, je lisais un tweet de Stéphane Séoran, qui est un correspondant français en Ukraine, qui parlait du fait que à Kharkiv qui est vraiment genre une ville russophone par essence pure, hein, c'est vraiment profondément russophone, la plus grande ville russophone avec Odessa en Ukraine, avec la langue qui change. Kharkiv, qui était vraiment le bastion de la russophonie en Ukraine, qui change. Et en fait, lui, il disait, quand il rapportait justement les témoignages qu'il a entendus, c'était de dire: plus les Russes vont nous bombarder, plus on va switcher vers l'ukrainien. Et en fait, c'est parce que la langue est devenue profondément politique. Donc voilà, tout ça pour dire que parler de régions russophones comme de manière binaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, étant donné que la langue russe s'est imposée de manière coloniale, et que dans le Donbass, que dans aussi bien sûr l'oblast d'Odessa ou Kherson et Zaporizhzhia, on parle ukrainien, on parle sourgique, etc. Après l'oblast d'Odessa, c'est assez particulier parce que il y a une partie qui est en Bessarabie, où les gens vont parler hongrois ou parler roumain, parce que ce sont des minorités roumaines et hongroises qui sont par là-bas, et eux, ils vont utiliser le russe comme étant une langue vernaculaire pour pouvoir se comprendre, étant donné que c'était la langue de l'Empire. Encore
savoir que moi, j'y suis arrivé au tout début de la guerre en mars 2022. À l'époque, les gens parlaient encore russe. J'y suis retourné il y a pas longtemps et j'ai rencontré les mêmes personnes. Et ils m'ont dit qu'eux, ils ont complètement switché à l'ukrainien. Donc voilà, tout ça pour dire que la question de la langue est compliquée et elle est beaucoup moins binaire que d'un côté russophone que d'un autre côté ukrainophone, étant donné que les petites babouchkas de Donbass ont plus tendance à parler un petit sourgique matissé de mots d'ukrainien et de russe que vraiment parler un russe tolstoïen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un message, des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à venir me troller. Et aussi, si vous voulez que je parle d'autres mythes sur l'Ukraine et la Russie, qui est une région que je commence à bien connaître parce que j'y suis correspondant depuis bientôt presque 2 ans, eh bien, je me prendrai un plaisir à faire plus de vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.